L'écriture agile, concrètement, qu'est-ce que c'est? Eh bien, si vous considérez le développement classique d'une fiction, vous voyez ici les documents de travail type, le synopsis, le séquencier, la continuité dialoguée. Bien sûr, on aurait pu y mettre le traitement, la Bible, etc., etc. Le principe de base, c'est qu'évidemment, plus on noircit du papier, plus on est payé. Ce qui a une valeur, ce qui est vraiment mis en valeur dans cette façon de travailler, c'est la continuité dialoguée. Et ça peut se voir notamment avec la pudeur et la crainte de certains auteurs, notamment à donner des documents très courts, aussi peut-être pour se protéger au niveau du droit d'auteur, en se disant on va peut-être me voler mes bonnes idées si c'est exprimé trop clairement, parce que je suis dans le cadre de la protection du droit d'auteur. Et puis pour du côté producteur, j'en veux pour mon argent, donc je veux beaucoup de pages. Alors, le problème de cette façon de travailler, à mon humble avis, c'est que déjà toutes ces méthodes qui sont classiques sont déjà très nombreuses. Voilà, on a tous, chers collègues, une méthode qui nous plaît. Je parlais de Truby par exemple, John Truby qui a beaucoup marqué. Peut-être que vous êtes fan de Vogler ou autre. Et il y a un problème qu'on est bien obligé de reconnaître, c'est qu'on n'a pas de langage commun. C'est très compliqué ensemble d'écrire. Comment écrire ensemble en atelier d'écriture? Ça nécessite déjà de remettre finalement un langage commun et de se mettre d'accord sur certains termes. Et puis l'autre inconvénient, c'est que ces méthodes-là, ce système de travail ne valorise pas vraiment le tout premier document de travail, c'est-à-dire le document qui a permis de passer de la page blanche à quelque chose qui a une valeur marchande. Voilà. Si vous regardez par exemple, à titre personnel, j'aime beaucoup John Truby, mais il faut être honnête, quand on regarde son ouvrage, il y a 3 ou 4 pages à peine consacrées au passage de la page blanche au concept qui est vraiment viable. Voilà. Or ça, c'est vraiment un problème, parce que quand on est un auteur et qu'on souhaite faire de la recherche et développement, c'est l'étape de la création qui est la plus importante. Donc cette façon d'aborder le travail qui consiste finalement à faire de la rétro-ingénierie, c'est-à-dire à prendre des chefs-d'œuvre, à regarder des continuités dialoguées, à regarder même des œuvres filmées, et puis à les désosser, a un inconvénient, c'est que ça ne nous aide pas forcément à le faire dans l'autre sens. Et surtout, ça entraîne des développements très longs. C'est-à-dire que en travaillant de cette manière, on a finalement des tunnels de développement. Si un auteur doit écrire 21 étapes pour pouvoir poser son scénario, ça va lui demander forcément, mécaniquement, un certain nombre de semaines, de mois. Et on a tous connu ça, c'est-à-dire que du côté producteur, croiser les doigts en se disant pourvu que l'auteur n'aille pas dans le mur après la réunion où on a cadré un petit peu le travail. Et puis côté auteur, lui aussi croise les doigts pourvu qu'il comprenne ce que je veux faire. Et lorsqu'on vient livrer le document des mois après, il y a cette espèce de moment où on se resynchronise, parce qu'il y a ce tunnel de développement où finalement l'auteur est dans la nature pendant un long moment. Et ça, c'est dangereux pour tout le monde. Alors il y a une autre façon d'aborder le travail, qui consiste à choisir un autre document star. C'est le synopsis, mais pas n'importe quel synopsis. Un synopsis court, 2 ou 3 pages maximum. On pourrait l'appeler document de concept. Chez iConcept, justement, on l'appelle document de concept, mais c'est un synopsis court. Ce synopsis doit contenir les éléments essentiels du récit. C'est-à-dire qu'en lisant ce synopsis, je dois tout avoir, l'essentiel du récit. Alors je ne suis pas fou, je ne vais pas payer ce synopsis de quelques pages aussi cher que la continuité dialoguée, mais évidemment ça aura une valeur quand même marchande plus importante, parce que nous allons le refaire. On va garder ce document le plus longtemps possible finalement dans le cours du travail. Alors il y a plusieurs avantages à travailler de cette manière. D'abord, évidemment, ça permet une grande souplesse, car si j'ai mis en place 21 étapes qui m'ont pris 3 mois ou 4 mois de travail, je vais avoir du mal à tout changer, n'est-ce pas ? Mais il faut être honnête, en tant que script doctor ou scénariste, personne ne peut garantir qu'une telle ou telle solution en dramaturgie va fonctionner. Il faut juger sur pièce. Donc il faut se donner les moyens de se tromper.
Et l'avantage de travailler avec un document court de 3 pages, c'est que je peux le refaire complètement. C'est-à-dire qu'en livrant cette structure, le producteur peut être fondé à me dire bah, écoute, c'est formidable, mais on va changer tout ton personnage principal et les 2 tiers du récit. On peut le faire à partir du moment où ce document est court. Autre avantage, ça permet la créativité. Alors vous savez que la créativité est liée à la partie du cerveau qui gère le visuel de notre cerveau. On le voit bien avec les dessinateurs qui vont tout de suite poser les grandes lignes de force de leur toile. Ils ont besoin d'avoir vraiment une visualisation totale de la structure de leur œuvre. Nous, c'est pareil. On doit pouvoir avoir une vision générale de la structure. Donc si j'ai 21 étapes ou autre et que j'ai un certain nombre de pages, je ne peux pas avoir une visualisation totale de l'œuvre. Mais si j'ai un document court, je peux vraiment visualiser d'un seul regard, si vous voulez, la structure générale. L'énorme avantage également, peut-être le plus important, c'est que c'est une technique qui est employée pour l'industrialisation. Alors je sais que c'est un mot un peu grossier du côté français, mais notre modèle est un modèle d'écriture industrielle. C'est-à-dire que les showrunners aujourd'hui américains vont travailler de manière agile et vont employer ces techniques, c'est-à-dire qu'ils vont partir sur des documents de concept courts qui contiennent toute la structure de l'épisode. On peut constater en fait quand on interviewe des showrunners qu'ils emploient peu de techniques. Finalement, pour aller à l'essentiel. On va dire que pour construire une maison, il faut des poutres. Ces poutres, une poutre, c'est jamais subtil. Voilà, la technique pour faire une poutre, c'est pas subtil et on en a besoin. Voilà, c'est exactement ça. Alors évidemment, je suis pas du tout là en train de faire la promo ils n'ont pas besoin de moi d'ailleurs, de la promo de la fiction américaine. Il faut reconnaître que voilà, ils sont quand même parmi les leaders dans le monde de la fiction. Mais on peut tout à fait voir que cette façon de travailler qui va valoriser la structure plutôt que les dialogues, l'hyperstructure plutôt que les dialogues, on peut voir que c'était aussi dans l'ADN français il y a quelques années. C'est-à-dire que quand vous prenez, vous allez dans une bibliothèque et vous prenez une tragicomédie de Molière, une comédie-ballet Psyché, elle est signée de Molière, le bouquin est signé de Molière. Pourtant, lui, il n'a écrit que, entre guillemets, la structure, les quelques pages qui ont résumé le drame. Et celui qui a fait la continuité dialoguée de l'époque, c'est-à-dire la versification, c'est pas un Manche, c'est Corneille. Jamais il serait venu à l'idée de Corneille, je pense, de se créditer. Ça paraît étrange, mais c'est comme ça. À l'époque, on valorisait celui qui nouait le drame, celui qui créait l'histoire de rien. Et le niveau technique était tel que la versification était considérée comme un passage technique. Voilà. C'est un petit peu dans cet esprit-là qu'on va travailler chez iConcept, c'est-à-dire retrouver l'essence de la structure, avec évidemment une capacité derrière de pouvoir déterminer les détails après. On va le voir ensemble. Dernier avantage, qui est aussi important, ça te permet en fait de vendre plus facilement une fiction. Alors là, si vous constatez en fait le cycle de vie et de mort d'une fiction, ce qui est quand même intéressant, vous constatez qu'une fiction naît par oral. La plupart du temps quand même, entre professionnels, on vend une fiction en pitchant. Alors évidemment ça va se suivre par un document, mais il y a quand même nécessité de convaincre par oral. Et puis le producteur, de toute façon, on le sait très bien, il doit pitcher, défendre son projet auprès du diffuseur, lui-même le diffuseur, même en interne, les conseillers de programme doivent défendre leurs champions dans les comités, etc., direction. Donc une fiction naît par oral. Et elle meurt ou elle continue à vivre par oral, puisque des années plus tard, la fiction est diffusée. On ne peut pas garantir qu'une fiction va fonctionner. Elle va fonctionner si les spectateurs deviennent les ambassadeurs de cette fiction. Et fondamentalement, des années plus tard, les spectateurs vont, dans un monde idéal, pitcher l'œuvre qu'ils ont vue. « Oh, j'ai vu une fiction super, une série géniale, ça parle de ça. » Et hop, ils vont se mettre des années plus tard à pitcher ce que l'auteur aura finalement décidé. Et donc, quelque part, l'oralité est au cœur même de la viralité d'une fiction. Et on ne peut pas raconter 21 étapes, mais on peut pitcher tout simplement le concept, l'œuvre de A à Z, avec ces fonctions dramatiques dont je vais vous parler. Et ça va nous permettre de tester un peu la viralité de cette œuvre. Voilà. Que rajouter ici non, je crois que c'est tout. En fait, j'ai une bonne nouvelle. Ça veut dire que ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je ne vais pas vous rajouter des techniques, chers collègues.
vous n'avez certainement pas besoin de ça. Je vais en retirer. Fondamentalement, notre jeu aujourd'hui, ça va être d'oublier un certain nombre de techniques pour aller à l'essentiel. Et vous allez voir qu'on va retenir que 3 fonctions dramatiques. C'est intéressant de constater que jusqu'à un certain stade, bien, les showrunners emploient très peu de techniques, beaucoup moins que ce qu'on imagine. Et en l'occurrence, vous allez voir qu'avec 3 fonctions dramatiques, 3 moments forts, 3 moments clés d'une fiction, on peut déjà piloter sa création, piloter un auteur et en dresser une expertise. Donc, ça va être intéressant pour ceux d'entre vous qui veulent écrire, évidemment, ou augmenter leur capacité de travail, voilà, leur efficacité. Ça va être intéressant aussi pour les producteurs et pour les créateurs de contenu qui doivent gérer les auteurs, parce que c'est aussi une clé d'analyse d'une fiction et de script doctoring. Donc voilà, nous allons voir qu'il y a 3 fonctions, le déclencheur, la tâche et les climax. Le déclencheur, cette première fonction dramatique, sera celle qu'on va déployer au tout début d'un pitch. Il y a une dimension d'accroche, évidemment. Spielberg a l'habitude de dire, paraît-il, je ne l'ai jamais rencontré, mais à ses auteurs, pitchez-moi 25 mots ou moins, sinon je n'écoute pas. Donc il est évident qu'on ne peut pas pitcher une œuvre en 25 mots, mais on peut pitcher l'incident déclencheur. C'est dire si c'est important pour Hollywood de valider cette fonction qu'on va détailler ensemble, ou revoir ensemble. La deuxième fonction s'appelle la tâche, avec un accent circonflexe. Celle-ci est beaucoup moins connue. Il y a très peu d'ouvrages sur le sujet, quelques références sur des obscurs forums de professionnels américains en 1996, quoi. Mais c'est une fonction qui est essentielle, puisque ça va nous assurer les 2/3 du récit. Celle-ci devrait vous intéresser également. Et puis la plus connue peut-être des fonctions dramatiques, le climax. Donc, je ne vais évidemment pas vous faire l'affront de vous expliquer comment on écrit, ce qu'est un climax. Donc je vais tout simplement essayer de vous présenter le climax sous une forme opérationnelle, c'est-à-dire concrètement voir comment écrire un climax efficace et surtout comment vérifier, l'analyser et savoir comment il pourrait être plus efficace. Et on va voir que ça va s'écrire sous la forme d'un problème en apparence impossible à résoudre. Tout ça, toutes ces 3 fonctions dramatiques peuvent se déployer sur un synopsis court, en 3 paragraphes ou un peu plus. Ces fonctions vont faire l'objet par contre d'une écriture dans le détail, voilà. Mais ça ne sera que ces moments-là. Et une dernière chose, vous allez voir que ça n'a rien à voir avec la structure en 3 actes. Ce que je veux dire par là, c'est que le modèle que nous allons voir aujourd'hui est un modèle qui peut s'appliquer à n'importe quelle structure. Que vous fassiez un film d'action en 9 actes, une sitcom en 2 actes, un one-hour drama en 4 actes, ou que vous ayez envie de faire un film d'auteur français en 3 actes, ces 3 fonctions-là vont irriguer le synopsis qui ensuite sera éclaté avec une méthode bien éprouvée en un nombre de séquences données en fonction du genre et du format. D'accord ? Ne confondez pas déclencheur, tâche et climax, le 1, 2, 3, parce qu'on a appelé ça 1, 2, 3 comme on est très créatif chez les concepts. Ne le confondez pas avec la structure en 3 actes. Fondamentalement, toute histoire est ternaire. On ne va pas convoquer Aristote, mais on pourrait. Et donc, c'est évidemment cette forme ternaire est valable pour n'importe quelle fiction, quel que soit le nombre d'actes qu'on aura choisi après pour le format.